Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de l'uniforme. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'uniforme d'un lieutenant des Pathfinder intégré au sein du 505e régiment de la 82e division aéroportée américaine. Avant toute chose, je dois préciser certains points comme d'habitude. Tout d'abord, c'est n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Ce n'est en aucun cas une bible qui vous épargnera l'achat de livres, de magazines spécialisés ou même de faire des recherches sur internet. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, donc si vous avez des remarques, peut-être elles seront pertinentes. Dans ce cas-là, je vous invite à commenter en dessous de cette vidéo. Par contre, ayez des arguments, parce que moi j'en ai. Vous pourrez facilement me contredire sur certains points à l'aide de photos d'époque, mais n'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'un élément est en photo qu'il était réglementaire, et inversement, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de photo qu'il n'existait pas. Je ne présenterai que ce que je porte sur moi pour vous éviter une vidéo qui durerait 2 heures, et vous retrouverez l'intégralité des éléments qui composent cette tenue dans la description de cette vidéo avec le timing correspondant. Le 505e régiment d'infanterie parachutiste fut activé le 6 juillet 1942 à Fort Benning dans l'état de Géorgie sous les ordres du colonel James M. Gavin. Le régiment fut affecté à la 82e division aéroportée à partir de février 1943, alors commandé par le général Matthew Ridgway, alors stationné à Fort Bragg en Caroline du Nord. Le 10 juillet 1943, le 505e PIR effectua sa première attaque aéroportée d'envergure dans le cadre de l'opération Husky, visant l'invasion de la Sicile. Le résultat fut mitigé, les paras ayant atteint leurs objectifs malgré une forte dispersion et de nombreuses pertes. Le régiment retourne en Afrique du Nord en août pour se reformer, se reposer avant de repartir à l'assaut de Salerne en Italie durant la nuit du 14 septembre pour un deuxième saut opérationnel avec 2100 parachutistes. Ils continuèrent à se battre en Italie jusqu'à la libération de Naples. Le colonel Gavin fut promu général et fut remplacé par le lieutenant-colonel Herbert F. Batchelor. Très vite, le 505 est rapatrié au Royaume-Uni avec les restes de la 90e aéroportée, sans le 504e régiment, où ils commencèrent leur entraînement pour l'opération Overlord. Initialement envoyé en Irlande du Nord, le régiment est finalement stationné à Leicestershire en février 1944. Le 6 juin 1944, le 505e régiment sauta en Normandie vers 3 heures. Les Pathfinder, largués en avance du raid afin de marquer les drop zones, ont pour la plupart été engagés dès leur atterrissage et n'ont pu mettre en place leurs balises. Ceci, combiné à la mauvaise visibilité, à la forte densité de DCA, fit que de nombreux C-47 ratèrent leur zone désignée. Ainsi, les membres du régiment furent éparpillés un peu partout autour des zones de saut. Malgré tout, le régiment est un des premiers à toucher le sol, parvenant à se rassembler en suffisamment grand nombre pour atteindre en majorité ses objectifs et libérer Sainte-Mère-Église, préparant ainsi le terrain pour le débarquement US à Utah Beach, mais surtout empêcher toute contre-attaque allemande par la RN-13 depuis Cherbourg ou Carentan. Un platoon de la compagnie E du 505e PIR se distingue notamment au nord de Sainte-Mère-Église. Pour ses performances lors des différentes opérations aéroportées, le 505e régiment de parachutistes reçut la citation présidentielle et acquit la réputation d'être parmi les régiments les plus efficaces. Le 505e régiment fit son 4e saut opérationnel à Groesbeek, en Hollande, le 17 septembre dans le cadre de l'opération Market Garden. Au cours de ce combat, les Allemands ont repoussé 3 assauts allemands féroces, soutenus par des chars. Le 505e a reçu une deuxième citation présidentielle pour cette occasion. Le 16 décembre 1944, les Allemands lancent une offensive surprise à travers la forêt des Ardennes, surprenant totalement les Alliés. La 82e division aéroportée, alors en repos en France, rejoint en urgence le combat 2 jours plus tard pour limiter la progression du général von Rundstedt au nord de Bastogne. Malgré le manque d'équipement par le temps froid, le courage et la détermination inébranlable gagnèrent les troupes, résistant à l'hiver rigoureux, mettant ainsi un terme aux attaques allemandes à Saint-Vith et au niveau de la rivière de la Salme. Par sa valeur durant les 7 grandes campagnes européennes, le 505e régiment a été récompensé par 2 citations présidentielles, 3 décorations étrangères, la fourragère française de la Croix de guerre 39-45, la fourragère belge de la Croix de guerre et l'ordre militaire néerlandais de William. À la fin de la guerre, le 8 mai 1945, la 82e aéroportée a été utilisée comme force d'occupation dans le secteur américain à Berlin, après avoir passé 442 jours au combat. Le 505e régiment et la 82e aéroportée ayant déjà participé à 2 campagnes en 1943, les soldats étaient déjà aguerris. Contrairement aux parachutistes de la 101e division aéroportée, dont il s'agissait du baptême du feu, la 82e Airborne n'en était pas à son premier saut de combat de nuit.
Ainsi, fort de leur expérience déjà accumulée sur le terrain, ils ont pu réutiliser de l'équipement déjà utilisé en Italie, bien que de nombreux éléments aient été changés, comme l'ensemble M42, passant d'un ensemble classique à un ensemble renforcé, ayant déjà expérimenté les inconvénients de la tenue non renforcée dont la fragilité n'était plus à démontrer. Cependant, pour des raisons diverses, de rares soldats ont pu garder leur tenue non renforcée. Le pantalon moutarde M37 était le pantalon réglementaire de toute l'armée américaine durant la Seconde Guerre, et était porté au combat par tous les soldats, quel que soit leur rang. Il est ici réalisé en laine et dispose de poches, qui resteront vides ici, car sera prévu pour être porté sous le pantalon de saut M42. Une ceinture réglementaire US sera ajoutée pour le confort, ici un modèle troupe porté par choix, alors que notre soldat pouvait porter un modèle officier. Les bottes de saut M42 étaient distribuées pour toutes les troupes d'élite de l'armée US, dont faisaient partie les parachutistes. Fabriquées par de nombreuses marques de bottes à l'époque, elles varient en forme, sculpture de semelle, couture ou nombre d'œillets. Corcoran était le fabricant le plus connu. Ainsi, les bottes de saut étaient proposées en dotation pour ce corps d'armée, contrairement au reste de la troupe qui pouvait en acheter avec leur propre denier. La paire de Corcoran était réalisée en cuir lisse et disposait de 2 rangées de 12 œillets. Le lacet pouvait être en cuir, toile ou en suspente de parachute, suivant la préférence du porteur. Le pantalon M37 était inséré dans les bottes de saut et le pantalon M42 venait également se placer par-dessus, dans la botte ou retenu par des élastiques. Un bout rapporté à l'avant permettait une meilleure solidité de la chaussure, qui disposait par ailleurs d'une semelle en caoutchouc cloutée et cousue. Les officiers devant acheter leur tenue, un modèle spécifique était confectionné par des tailleurs à leur intention, la troupe ayant la chemise M37 moutarde classique en dotation. Celle-ci était réalisée en laine mais mieux travaillée. Les tickets du fabricant se retrouvaient sur le col et 2 poches de poitrine permettaient de transporter du matériel personnel. Elle se ferme par 6 boutons, plus 2 pour fermer les poches. La chemise moutarde officielle se différenciait également de celle de la troupe par l'ajout de pattes d'épaule. Cette chemise était destinée à la tenue de service et la tenue de combat, la chemise pink ou chocolat étant prévue pour la tenue de sortie. Notre soldat est doté d'une paire de dog tags réglementaires, sur lequel un silencieux en caoutchouc était ajouté. Sur le col de la chemise, nous retrouvons le grade du soldat, ici lieutenant, sur le côté gauche. Et sur le côté droit, nous aurons l'insigne d'infanterie en version officier, avec en bonus le numéro du régiment. Cependant, ce numéro était prévu pour la tenue de sortie principalement, il n'est donc pas obligé de le porter sur la tenue de combat. Le pantalon renforcé M42 vient se placer par-dessus le pantalon moutarde M37. Il est conçu pour être porté avec des bretelles. Notre soldat faisant partie des Pathfinder du 505e régiment de Para, il a camouflé son pantalon avec de la peinture vert olive pour véhicule au pinceau. Les genoux seront renforcés ainsi que le bas des poches avec de la toile de la même couleur. Et nous avons ici un pantalon spécifiquement réalisé pour la 82e Airborne, avec des bandes de tissu vert pour plaquer les poches contre les cuisses. La 100e aéroportée disposait de bandes de tissu de la même couleur que le pantalon, et prise dans la couture de ce dernier. Attention donc lors de votre achat. Les poches seront remplies avec du matériel personnel ou du matériel de combat. Le bas du pantalon sera rentré dans les bottes de saut pour le protéger et avoir un meilleur confort, ou celui-ci pouvait être retenu par des élastiques. La veste M42 fut mise en place pour les parachutistes à partir de 1842. D'après les différentes expériences réalisées en Sicile et en Italie, il fut décidé de la renforcer juste avant le débarquement en Normandie, permettant une meilleure solidité au niveau des coudes et des 2 poches placées sur les hanches, surtout en cas de charge importante, ces dernières ayant tendance à exploser sous la pression à l'atterrissage. Elle est ici camouflée avec la même peinture que pour le pantalon, de manière à favoriser la dissimulation dans la nuit. Sur la manche gauche, nous retrouvons l'insigne de la 82e division aéroportée. Sur les 2 épaules, nous retrouvons le grade de First Lieutenant, ou lieutenant, brodé sur une base en coton qui sera à coudre sur les fixations des pattes d'épaule. Une boussole de poignet est ici placée sur une poche, les poches supérieures ayant des passants pour y glisser une grenade, une fixation de lampe TL ou une boussole comme ici. Un couteau de poche relié à une suspente de parachute ou une cordelette sera placé dans la poche située le long de la fermeture éclair pour être rapidement accessible pour se dégager des suspentes. Un drapeau US 48 étoiles sera cousu sur la manche droite, spécificité de la 82e division aéroportée. La casquette en laine tricotée de teinte vert olive est apparue en février 1942. Elle est surnommée Beanie et était destinée à être placée sous le casque lourd pour se protéger la tête du froid. Dans le cas des parachutistes, elle pouvait être aussi portée pour un meilleur confort du casque lors du saut. Elle fut cependant utilisée même en période de repos, les soldats l'appréciant pour son aspect décontracté. Notre parachutiste a reçu en dotation des gants de cavalerie en cuir, à la base destinés aux cavaliers mais rendus inutiles au sein de l'US Army après le retrait des chevaux. Ils sont donc reversés au sein de l'aéroportée pour éviter de s'abîmer les mains avec des branchages ou des bris lors du saut. Notre officier portera un bout de parachute US autour du cou, simple élément décoratif ou souvenir non réglementaire qui s'est retrouvé sur les soldats après leur atterrissage. Le casque lourd M2 est fabriqué à partir de l'été 1942 à destination des parachutistes américains. Il est caractérisé par des pattes de fixation de jugulaire en arc de cercle, mais sera utilisé conjointement au casque M1C à pattes fixes puis mobiles. La jugulaire avait une patte en plus afin de pouvoir être fixée au liner spécifique pour un parachutiste, grâce à un bouton pression. De plus, le liner aura des high hooks,
permettant d'y accrocher une mentonnière en cuir couleur fauve à l'extérieur, clair à l'intérieur. La particularité des Pathfinder est qu'ils ont également utilisé de la peinture pour ajouter un camouflage sur leur casque. Notre lieutenant a choisi de ne pas avoir de marquage blanc sur son casque pour ne pas être identifié facilement. Ainsi, il manque volontairement le grade et la bande verticale à l'arrière pour représenter les officiers. Le 505e régiment de parachutistes n'avait pas d'insigne de régiment sur les flancs du casque au moment de la Normandie. Un filet de camouflage petite maille vert sera ajouté pour éliminer au maximum les reflets. Le brelage de notre soldat est particulièrement chargé, celui-ci devant être capable de rester seul plusieurs heures en territoire ennemi. Ainsi, il était lourdement chargé déjà au niveau de son brelage de base. Bien qu'il soit officier, il devait disposer des mêmes éléments que ses hommes. Ainsi, l'équipement se rapproche grandement du brelage d'un sous-officier. Une pochette M1924 contiendra le First Aid Kit. Ce modèle était utilisé par toute l'armée US. Un holster M1916 en cuir sera disposé sur le côté droit pour contenir un Colt 1911 A1. Pistolet réglementaire utilisé à partir de 1926. Il s'agit ici d'une réplique d'Airsoft de la marque G&G, esthétiquement moyen mais assez bon au tir en Airsoft. À côté, nous retrouvons une pelle pliante M43, glissée dans une housse camouflée. Certaines pourront avoir le manche raccourci. Le tout sera placé sur un ceinturon M36, sur lequel sera accroché un brelage M36. Ces deux éléments sont également camouflés en vert olive. Sur le côté gauche, une gourde M42 sera glissée dans un quart, puis dans une housse renforcée spécifique pour les parachutistes. La housse est également camouflée. Sur le ceinturon, nous retrouvons un porte-chargeur de fabrication Rigueur, inspiré d'un modèle de survie de l'Air Force, destiné à recevoir 4 chargeurs de 20 coups. Des versions 30 coups étaient également disponibles. Juste à côté, nous retrouvons une pochette également spécifique pour les parachutistes, qui se ferme avec 2 morceaux de suspente de parachute. Cette pochette était souvent vue chez les paras de la 82e. Elle contiendra 2 grenades à fragmentation MK2A1, réalisées ici en impression 3D. Entièrement peinte en jaune initialement, elle sera repeinte en vert olive après 1942. Un collier jaune subsistera pour montrer qu'il s'agit d'une munition explosive. Un porte-chargeur M823 sera placé sur l'avant du ceinturon, à l'endroit où un bouton pression y sera placé. Il contiendra 2 chargeurs de 7 cartouches de 11,43 ou 45 ACP. Et enfin, un autre kit de premier secours sera placé sur le brelage à l'avant, de manière à disposer de matériel médical supplémentaire. Il sera également camouflé avec l'ensemble du brelage. La mine numéro 75 Hawkins entre en service en 1942 et est un explosif qui peut être utilisé autant comme grenade, comme une mine ou comme une charge de démolition. Elle est attachée sur la cheville de notre parachutiste au moyen d'une sangle rapide en toile. La mine faisant 1,5 kg, elle freine grandement la mobilité et sera donc stockée assez rapidement dans la musette M36 ou la musette GP. Un couteau USM3 sera glissé dans un fourreau en bakélite USM8, fixé à la jambe au moyen d'un cordon souple ou d'un lacet en cuir. Il fut fabriqué de mai 1943 à août 1944 et ne fut que peu apprécié des soldats, celui-ci n'étant pas très robuste pour une utilisation hors combat, comme ouvrir des boîtes de rations ou de munitions. Le porte-chargeur de Thompson en bandoulière était prévu pour contenir 6 chargeurs de 30 cartouches. Il sera considéré comme du consommable, d'où l'absence de camouflage ici, pouvant potentiellement être remplacé rapidement par un sac plein. Petit conseil lors du port, ouvrez le ceinturon et glissez-le dessous. Cela évitera qu'il ne se balade partout lorsque vous crapahutez, ce qui pourrait endommager vos chargeurs, qu'ils soient airsoft ou neutralisés. La sangle en toile est réglable pour l'adapter à la hauteur désirée. Les jumelles M3 seront portées autour du cou de notre soldat, lorsque l'étui en cuir M17 sera porté grâce à une bandoulière. Par confort, l'étui sera placé dans le dos, celui-ci n'étant pas utile lorsque les jumelles seront portées sur le torse de notre officier. Elles sont en 6x30, le 6 correspondant au grossissement et le 30 au diamètre de l'objectif. L'étui en cuir fauve M17 pourra également être porté directement au ceinturon grâce à un grand passant présent sur l'arrière, mais le mien est fatigué s'agissant d'un étui original. Chaque optique des jumelles seront graduées et certaines pourront avoir des graduations sur la lentille, permettant d'estimer les distances. Les jumelles américaines l'auront sur le côté gauche, lorsque les jumelles pour les britanniques l'auront sur la lentille droite. La musette M36 était le sac à dos réglementaire adopté par tous les parachutistes sans distinction de grade, alors qu'elle était prévue à l'origine pour les officiers de l'infanterie. Elle permettra de transporter tous les effets personnels du soldat, ainsi que des munitions, une tenue de rechange et des rations complémentaires. Sur le dessous sera fixée une corde fournie aux parachutistes lors du saut pour permettre de se sortir de situations compliquées comme un atterrissage dans un arbre. Elle sera maintenue sur les anneaux du dessous de la musette grâce à une fine cordelette qu'il ne sera pas compliqué de casser en cas d'urgence. Une lampe coudée TL122 sera placée dans la poche extérieure du sac. Celle-ci pourra être dotée de filtres de couleur et une ampoule de rechange sera placée dans le bouchon. Il s'agit ici d'une lampe moderne fonctionnelle, c'est volontaire, préférant privilégier l'aspect pratique, les lampes originales fonctionnelles étant plutôt rares.
Le sac de transport étanche M7 est réservé au transport du masque anti-gaz M5. Le sac est étanche, confectionné en toile de coton enduite de caoutchouc synthétique, et elle se ferme par une série de 4 boutons pression. L'étui sera porté sur la cuisse gauche par les parachutistes, permettant une utilisation rapide, surtout pour un droitier. La sangle du haut sera passée sous le ceinturon et ses équipements, et celle du bas sera réglée au minimum pour pouvoir permettre de s'accrocher au mieux à la cuisse. Une fois le 6 juin passé, l'étui pouvait être conservé, celui-ci étant malgré tout réglementaire, mais il pourra être utilisé pendant vos sorties pour transporter des effets craignant l'eau comme votre portefeuille ou votre téléphone. La musette GP pour General Purpose était une musette servant à transporter des munitions, de l'équipement et des rations supplémentaires. Elle non plus n'est pas camouflée, ayant été récupérée au dernier moment par notre Pathfinder. Elle se place ici en bandoulière, par-dessus tout l'équipement, mais rien ne vous empêchera de la placer en premier pour qu'elle soit bien maintenue par le breulage. La Thompson M1A1 est la dernière évolution de toute la famille Thompson, allant de la 1921 à la M1, passant par la M1928 et M1928A1. C'est donc près de 20 ans d'évolution qui se retrouvent dans ce pistolet mitrailleur. Les principales différences d'extérieur avec la version M1928A1 sont les suivantes. Le levier d'armement passe sur le côté droit, le compensateur Cults et les ailettes du canon sont supprimés, et la crosse est changée pour devenir fixe, rendant plus simple son usinage. L'intérieur aura été totalement changé en revanche. La cadence aura été réduite, la rendant plus maniable que ses prédécesseurs, et son poids sera de 4,7 kg à vide. La Thompson M1A1 pourra accepter les chargeurs de 20 et 30 coups, et sera fabriquée à près de 530 000 exemplaires, entre 1942 et 1944. Son coût élevé de fabrication entraînera son remplacement avec la Gris Gun, moins coûteuse et consommant la même munition, le 1143, véritable atout, car ayant une forte puissance d'arrêt pour les combats rapprochés. Il s'agit ici d'une réplique d'Airsoft en gaz blowback, vous pourrez retrouver le lien de la review dans la description de cette vidéo. Lors du débarquement, notre officier était en charge d'une section qui a dû ouvrir la voie en installant des balises pour les parachutages. Ainsi, il n'est plus équipé de matériel spécifique, ces balises ayant été installées ou perdues, et de toute façon inutiles après le largage des troupes. Vous avez donc devant vous un uniforme qui peut être utilisé dès le 6 juin au petit matin, d'où la présence de la sacoche de masque anti-gaz. La mine Hawkins est toujours accrochée au mollet, car notre officier n'a pas pris le temps de la ranger dans la musette M36. Notre officier dispose de la paire de jumelles comme élément caractéristique de son rang, ainsi que du Colt 1911 A1 qui vient compléter un PM. Les parachutistes pouvaient choisir leur équipement et leur armement, contrairement aux zones de l'infanterie. Les bottes de saut sont adoptées à partir d'août 1942. Elles seront distribuées à toutes les troupes aéroportées et elles seront remplacées par les Buckle Boots à partir de l'automne 1944, car moins coûteuses à fabriquer. Elles sont réalisées en cuir brun rougeâtre et la firme la plus connue est Corcoran, d'où le fait que le nom de la marque soit utilisé par de nombreux collectionneurs. Elles disposent de 11 à 13 paires d'œillets, 12 ici, et se fermeront par un lacet en cuir, toile ou par de la suspente de parachute. Les différents pantalons devaient être blousés dedans, permettant une meilleure protection des chevilles. Un bout rapporté sera placé à l'avant pour améliorer sa solidité. Le pantalon moutarde M37 était le pantalon réglementaire pour toute l'armée US tout au long de la guerre. Différentes fabrications pourraient être rencontrées, certaines ayant un rabat anti-gaz. Il sera fabriqué à des millions d'exemplaires et sera porté par tous les hommes, quel que soit leur grade. Ainsi, il n'existe pas de manière officielle de pantalon moutarde pour officiers. Les pantalons chocolat et pink seront réservés à la tenue de sortie. Une ceinture pourra être portée en supplément, des passants étant disposés à la taille dans ce but. Ce pantalon en laine moutarde M37 est ici une copie fidèlement reproduite. Par-dessus le pantalon moutarde viendra se placer un pantalon M42. Il s'agit de la version renforcée, préparée spécialement pour la Normandie suite aux mauvaises expériences du terrain en Sicile et en Italie, permettant de constater la fragilité de la tenue. Les renforts en toile verte seront donc disposés aux genoux et sous les poches latérales, dites poches cargo. Des sangles en toile seront cousues entre les jambes de chaque côté, pour venir enserrer la poche et éviter qu'une trop lourde charge ne gêne le soldat dans ses mouvements, surtout que le fond de culotte de ce pantalon est très fragile. Il sera encore plus fragilisé par l'ajout de la peinture de camouflage, qui, imprégnée dans les fibres, enlèvera de l'élasticité du vêtement. C'est entre autres pour cela que les tenues de parachutistes originales de Pathfinder sont très rares. Les tenues M42 sont rares de toute façon, les tenues ayant été changées et détruites après le retour d'Angleterre en juillet, le traitement anti-gaz n'étant pas étranger. Les rares tenues M42 originales sont celles qui n'ont pas vu la Normandie, porteurs blessés, tenues de rechange non emmenées. Contrairement au pantalon, la chemise moutarde M37 fut dérivée en version destinée aux officiers. Celle-ci était réalisée en laine mieux travaillée, des pattes d'épaule pouvaient éventuellement permettre le port des grades lorsqu'il n'était pas porté sur le col, comme ici. Sur le col de la chemise, nous retrouvons le grade du soldat, ici lieutenant. Des dog-tags seront portés par notre soldat avec un caoutchouc permettant de rendre silencieuses ces fameuses plaques. Elles disposent du nom du soldat, de son matricule, de sa religion, de son groupe sanguin et de l'année du dernier rappel du tétanos. L'insigne présent sur le côté gauche du col est un insigne d'infanterie,
spécifiques pour les officiers du 505e régiment. Ces insignes étaient portés même au combat, ceux-ci étant bien cachés par le col de la veste M42. La chaînette des dogtags est en deux parties, une restant autour du cou, et la deuxième, plus fragile, sera arrachable pour comptabiliser le décès. Pour compléter cet uniforme, il nous manque la veste M42 renforcée, qui vient compléter le pantalon M42. Elle a subi le même type de modification que pour le pantalon. Les coudes ont été renforcés avec de la toile vert olive, et les poches inférieures auront également été améliorées. Un foulard réalisé en toile de parachute camouflée sera le seul élément décoratif de la tenue. L'insigne de la 82e division aéroportée sera porté sur le bras gauche. Un couteau sera glissé dans une petite poche, proche de la fermeture éclair, accroché à une patte d'épaule avec une cordelette. Une boussole de poignet aura été accrochée sur une des deux poches supérieures, celle-ci ayant un espace prévu pour. Un drapeau US à 48 étoiles sera porté sur le bras droit. Les grades de lieutenant auront été cousus sur l'extrémité des épaules, ceci étant brodé sur un support en toile. Les 4 poches de la veste fermeront avec des boutons de pression, et une ceinture centrale permettra un premier serrage à la taille. Pour la faire tenir, débrouillez-vous, la boucle étant lisse, elle ne tiendra pas sans un double bouclage. La casquette Bini est réalisée en laine et sera utilisée par de nombreux soldats, notamment par les parachutistes, pour se protéger le crâne du froid, malgré la présence du casque lourd. La Bini sera utilisée jusqu'à la fin de la guerre, même si le général Patton la détestait pour le côté trop décontracté. Les gants de cavalerie étaient réalisés en cuir couleur beige. Après le retrait des chevaux, l'US Army se retrouve avec des stocks de gants sur les bras. Ainsi, les parents en ont hérité. Si vous voulez patiner vos gants facilement, faites un peu de mécanique sur votre véhicule avec. Le casque M2 est une évolution du casque M1 et fut distribué à partir de 1942, spécialement créé pour les parachutistes US. Il est constitué d'une coque en acier sous laquelle un liner ou sous-casque sera placé. Le liner aura une taille réglable à partir de la deuxième partie de la guerre et sera réalisé en résine. L'ensemble est spécifiquement réalisé pour les parachutistes, avec notamment les high hawks qui permettent de maintenir la mentonnière en cuir et de solidariser le casque lourd et le liner. Le casque ici présent est flambant neuf, notre officier l'ayant perçu quelques jours avant le jour J. Un camouflage spécifique pour les Pathfinder du 505e a été ajouté, ainsi qu'un filet petite maille verte. A noter que certains paras pouvaient avoir des M1 pattes fixes, leur M2 ayant cassé. Le brelage d'un officier, surtout pour un parachutiste éclaireur, est primordial. Il doit être pratique et un minimum logique, pour que le poids soit bien réparti, celui-ci étant relativement important. L'ensemble sera camouflé en même temps que la tenue, avec de la peinture appliquée au pinceau, avec du verre olive destiné initialement au véhicule. Un porte-chargeur M823 contiendra 2 chargeurs de la Colt 1911 A1, de 7 cartouches de 45 ACP chacun. Une pochette de fabrication artisanale contiendra 2 grenades MK2 A1, et se fermera par une suspente de parachute, caractéristique de la 82e. Ces grenades sont en impression 3D. Juste à côté, un push spécifique prévu pour contenir 4 chargeurs de Thompson en version 20 cartouches. Sur le côté arrière gauche, une gourde M142 sera glissée dans un quart, le tout glissé dans une housse renforcée spécialement conçue pour les troupes montées et les parachutistes. Une pelle M43 sera glissée dans une housse adaptée, et il sera installé sur le côté droit, en miroir par rapport à la gourde pour équilibrer le poids. La pelle M43 était développée car la pelle M810, dite en T, n'était pas adaptée à la réalité du terrain. Un Colt 1911 A1 sera placé dans un holster M816 en cuir brun, il était le pistolet réglementaire de l'armée US, et était donc en dotation pour les officiers. Un push M824 contiendra un First Aid Kit pour permettre aux infirmiers de venir porter secours aux soldats blessés. Il se ferme comme tous les autres équipements de cette époque, avec un bouton pression. Le tout sera placé sur un ceinturon M36, qui sera soutenu par un brelage M36, brelage distribué à de nombreux personnels dans l'armée US. Certains paras prenaient des bandes de feutre pour amortir le poids sur les épaules, mais notre officier a choisi de ne pas en mettre, un Pathfinder sur 3 en portant le 6 juin. Un deuxième kit de secours, plus complet, sera placé sur le brelage, qui lui-même sera aussi camouflé. L'application de la peinture pour réaliser le camouflage était réalisée de manière artisanale et non réglementaire. Ainsi, c'est à votre convenance de savoir si vous camouflez ou non votre uniforme, mais efficacité devra toujours être privilégiée. À cela, on ajoutera le camouflage sur le visage, réalisé avec de la suie de bouchon ou un vrai kit de camouflage un peu plus respectueux de votre peau. La mine Hawkins 75 fut développée dès 1942 par les Britanniques en récupérant du matériel civil et était une mine qui pouvait servir de grenade, celle-ci se déclenchant à l'impact. Il s'agissait d'un explosif chimique inséré dans une boîte de talc vide et une mèche pouvait également être utilisée pour réaliser un piège. Un accessoire donc très utile en territoire ennemi, mais aussi relativement dangereux de par sa nature. Un couteau USM3 glissé dans un fourreau USM8 est placé à côté et sera accroché à la cheville du soldat à l'aide d'une sangle rapide tout usage. Le couteau USM3 est un original de la marque Utica. Le nom du soldat est toujours gravé sur le fourreau. La mine, d'un poids initial de 1,5 kg, est ici une reproduction vide. Les munitions étaient toujours un défi à transporter de manière efficace, sans pour autant risquer de les perdre. Ainsi, les porte-chargeurs en bandoulière furent développés. 6 chargeurs supplémentaires ne pouvant pas passer sur le ceinturon sans risquer de l'endommager. Ils pouvaient contenir 6 chargeurs de 30 cartouches. Une petite astuce pour vous y retrouver. Les chargeurs prêts à être tirés peuvent être rangés à l'envers et se déjà tirés tête vers le haut, pour voir qu'ils sont vides.
Les jumelles M3 furent fabriquées à plus de 300 000 exemplaires entre 42 et 44. Le fabricant est ici Bausch & Lomb à Rochester. D'autres fabricants pouvaient être également retrouvés. Bausch & Lomb n'avait pas le monopole. L'étui se fermera par un bouton pression qui sera monté sur une patte en cuir, maintenue par un rivet. Différents marquages sont réalisés sur l'étui en cuir fauve M17, celui-ci, tout comme la paire de jumelles, étant des pièces originales. Elles pourront disposer d'une graduation sur la lentille gauche, mais ce n'était pas une obligation. La mise au point se fait directement sur chaque optique et chacun aura une graduation pour permettre un réglage plus rapide en fonction de l'utilisateur. La musette M36 était d'origine destinée à être distribuée aux officiers seulement, mais à la création des parachutistes, il fut décidé de les équiper de musettes plus pratiques que les havresacs classiques. Ainsi, la musette M36 fut utilisée. Elle contient certes moins de choses, n'est pas conçue pour emmener la toile de tente par exemple, mais s'enlève plus facilement que le havresac et s'avère plus pratique pour le saut. Pour mettre la musette sur l'avant lors du saut, le dos devant être libre pour le parachute. Une lampe TL122 sera placée sur le côté du sac et pourra être équipée d'un filtre de couleur, et une corde sera placée ici sous le sac. D'autres pourront la placer dans la musette, mais elle reste ici accessible rapidement, et les légères ficelles qui la retiennent pourront facilement être coupées en cas de besoin. La musette GP pour General Purpose était une musette destinée à recevoir du matériel supplémentaire, plus ou moins réglementaire. Pour notre officier, elle permettrait par exemple de transporter des grenades supplémentaires, une autre mine, du matériel de démolition ou tout simplement des boîtes de cartouches. Des changes supplémentaires pourront également être transportés dans cette musette. Remplissez toujours votre musette au maximum pour qu'elle ait une bonne forme. Une musette vide sera moche. La housse étanche M7 était prévue pour contenir le masque anti-gaz M5, destiné à se protéger des gaz de combat. Ce matériel, bien que présent et encombrant sur les uniformes des parachutistes US, n'a cependant jamais servi officiellement, les gaz n'ayant jamais été utilisés. Vous pourrez transporter des équipements sensibles à l'humidité à la place, si vous tenez à garder cet accessoire avec vous. C'est le même étui que celui utilisé par l'infanterie sur les plages lors du débarquement. La Thompson M1A1 est l'évolution ultime de la Thompson M821, créée à la fin de la Première Guerre. Elle a une cadence de 700 coups par minute et son poids était de 4,7 kg à vide, pour plus de 5,5 kg une fois un chargeur de 30 coups inséré. Elle avait une portée pratique de 50 mètres, ce qui n'était pas satisfaisant pour un pistolet mitrailleur, alors que la MP40 allemande avait une portée pratique 2 fois meilleure. Cependant, elle dispose d'un sélecteur, ce qui peut permettre une précision accrue. Ainsi, certains officiers préféraient tout de même le M1 Garand ou la carbine comme arme réglementaire. Mais notre officier a choisi d'être efficace à courte distance, ou d'assurer une plus grande puissance de feu en autodéfense, le 45 ACP étant très puissant pour jouer ce rôle. Il s'agit ici d'une réplique d'airsoft de la marque WE, fonctionnant à l'aide de gaz contenu dans le chargeur. Vous pourrez retrouver le lien de leur review dans la description de cette vidéo. Comme tous les régiments US, chacun avait ses propres particularités. Ainsi, vous avez pu découvrir ici une tenue du 505e régiment. Les autres régiments ne seront pas forcément équipés de la même manière. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation d'uniforme. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Merci à la petite musette où vous pourrez vous procurer une bonne partie de l'équipement que j'ai présenté. Si vous voulez un casque, n'hésitez pas à aller voir la boutique de Top Pots qui m'a permis d'acquérir celui-là. Et les répliques d'Airsoft, vous pourrez les retrouver sur le site de Sweet Airsoft. Allez y jeter un œil. Mais si vous aussi vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller voir dans la description. Vous pourrez y retrouver mes pages Tipeee et MyTip. Ainsi, vous pourrez m'aider à la fois sur la forme mais aussi sur le fond de mes vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo de présentation de répliques d'Airsoft, d'uniformes et de VIP. Salut!